Voilà, donc par rapport à ce que je viens de dire, toi tu as une connaissance et une passion pour le monde du cinéma, du manga, cet univers-là, qui dit aussi beaucoup de choses, qui véhicule à la fois des idées, peut-être des morales, peut-être aussi des scénarios, qui peuvent être d'anticipation, catastrophique ou pas, mais certainement qui viennent compléter aussi un discours peut-être plus cartésien comme j'ai eu moi. Mais comme je disais, l'imagination est très importante dans le cinéma. C'est une forme aussi pour pouvoir transmettre des idées, mais des savoirs. Et par rapport à ça, donc toi comment tu vois la technologie, et notamment par peut-être un certain nombre de films cultes ou dessins animés ou autres, comment tu perçois la technologie, qu'est-ce que tu en penses de façon globale? Avec peut-être une opinion qui diffère de la mienne, comment tu peux apporter, compléter ou peut-être contredire, c'est but aussi, certains de mes propos. Donc là, ça va être, voilà, je te laisse montrer par des exemples. Ok. Ça. Bon, déjà, moi, je suis un fan de SF depuis tout petit. Et le manga, là-dessus, je suis bien servi, parce qu'ils en font beaucoup. Et voilà, c'est les thèmes que j'aimerais bien parler, donc ça me permettra de rebondir dessus. J'ai un avis. Alors, il y a un film qui m'a éduqué un peu dessus, c'est Terminator, et surtout Terminator 2. Je suis un gros fan de James Cameron. Et James Cameron, c'est un fou de technologie. Il est, c'est un ingénieur. Et c'est l'homme qui a battu le record de profondeur sous la mer. Je l'apprends, je savais pas ça, d'accord. Oui, il a battu le record. C'est lui qui invente ces machines. Je veux dire, ces machines-là n'avaient jamais été inventées avant lui. Okay. Pour aller aussi profond, en tout cas, lui et son frère, ils inventent des machines. Il avait même inventé une arme sur Alien 2 qui aurait pu marcher. C'était une arme avec un écran dessus qui n'existait pas mais qui était fonctionnel. On lui avait demandé même de poser un brevet dessus parce qu'il aurait pu. Voilà. Donc voilà. Et il met ce James Cameron dans ses films. Il n'y a pas que lui, mais il parle un peu du danger des technologies. C'est-à-dire pas oublier l'humain. En fait, le facteur humain. Dans Terminator, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes créent une intelligence artificielle qui se retourne contre eux. Ça, voilà, pour ceux qui ont vu le film, ils le savent. Et il a un discours quand même qui est pas anti-technologique, parce que c'est quelqu'un qui est vachement qui aime la technologie. On voit que dans Titanic, par exemple, quand il présente la salle des machines, voilà, il fait voir tous les mécanismes, tout ça. C'est un fou de technologie. Et en même temps, voilà. Dans Terminator 2, il y a une phrase de Sarah Connor. Elle voit John Connor jouer avec le Terminator. Et elle dit, elle parle dans sa tête. Et elle dit, de tous les pères qui sont passés, parce qu'elle a eu plusieurs gars, elle dit cette machine était le seul à être à la hauteur. Ça, voilà. C'est ce que tu as remarqué, ce qui t'a marqué. Et moi, je vais dire comme toi, l'image que j'aime dans ce film-là, c'est quand le robot, alors je l'ai vu à sa sortie, je ne l'ai pas revu depuis, donc je fais appel à des souvenirs lointains, il plonge dans la lave à un moment donné. Parce à la fin. Il sait que malheureusement il doit se détruire. Parce qu'il est dangereux. Si jamais il laisse des traces de lui, on va la récupérer comme pour T1 et on va relancer la. Et il y a deux choses, et ça rejoint ta phrase que tu disais. Je crois qu'il prend le jeune John Connor par une accolade. Il joue avec lui. Et oui, et puis à un moment donné, pour le dire comme un père finalement, là. Ouais. Et puis il lève le pouce. À la fin. Voilà. Et ça c'est une image forte. À la fin, ouais, ils sont c'est pas dingue, moi ça m'a marqué ça. J'ai bien aimé ça aussi. Voilà. Donc c'est pour dire que la technologie n'est pas forcément que mauvais, si jamais elle est bien, mais il faut faire attention. Autre chose à laquelle je penserais qu'il faudrait faire attention, c'est comment dire, il y a beaucoup de gens qui jurent que par ça et qui oublient en fait ce qu'il y a à côté. Alors je parlais tout à l'heure d'un scientifique allemand qui a voulu prouver que la fabrication de sabres japonaises était ésotérique, voilà, qu'elle était démodée. Donc après je vais pas lire tout le texte, mais en gros voilà, si jamais je fais si jamais je le fais en rapide, il était fan de sabres japonais, il voulait faire l'analyse scientifique et on lui a pas laissé voir en fait
comment il fabriquait les sabres japonais. Donc il décida que matériaux et méthodes de fabrication seraient analysés scientifiquement. Et ce laboratoire-là, ils ont fait il a eu recours aux technologies de pointe. Ils pensaient pouvoir fabriquer un sabre. Lui, il était sûr de l'efficacité de la science, pardon. Il semblait convaincu de pouvoir reproduire à l'identique le sabre japonais. Le résultat, ce fut un échec. Et c'était facile de prendre des données scientifiques, mais quand le sabre fut fabriqué, il n'était pas différent des sabres ordinaires. Du coup, toute la méthode de fabrication japonaise qu'il avait dit comme démodé ésotérique, et ben finalement il a pas pu reproduire ce sabre là à l'identique parce qu'il y a une part d'humain, un savoir-faire que les hommes font, que les machines jusqu'au jour d'aujourd'hui en tout cas elles peuvent pas reproduire. Mais alors comme tu dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça c'est intéressant, mais c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas pu assister à la forge, tout ça, parce qu'il y a aussi... Donc, oui, ils l'ont pas laissé. Ils savaient comment ça marchait, mais ils l'ont pas laissé. C'est ritualisé, c'est fait dans un contexte de tradition, tout ça, mais le savoir-faire technique, du coup, il n'a pas pu voir tout ce qui fait partie de la construction d'un sabre à la façon japonaise. Ils le savaient, hein, parce que même là, ils le disent. Hein, ils ont un hôtel, ils chassent les kami, c'est comme des démons, des divinités. Ils portent des vêtements blancs, cérémonies, rites de purification. Mais est-ce que ça ne les aide pas finalement? C'est comme si je prends l'exemple d'un druide qui fabrique un remède à la façon ancestrale et puis traditionnelle de la culture chez eux. Est-ce que par ce mysticisme qui enveloppe un petit peu leur science propre, ce côté rituel, est-ce qu'il n'aide pas à vraiment peaufiner les gestes? On peut observer un geste technique, mais c'est comme en musique. Moi je me rappelle, j'écoutais des grands amateurs de violon. Je ne le suis pas, donc j'ai peut-être pas l'oreille sensible pour ça. Mais j'avais entendu un jour quelqu'un qui disait, il avait comparé Ivry Gitlis et Yehudi Menuhin, je crois. Bon, deux grands violonistes. Il y en a un qui est peut-être encore vivant, c'est Gitlis, qui est très vieux, hein, et Menuhin, il est mort il y a déjà quelques années. Mais il disait, ces deux grands violonistes, mais pour moi, il y en a un qui joue la musique avec l'émotion et la sensibilité, ouais. L'autre qui la joue avec la technique. Ouais. Et le donc, mécanique. Ça me pensait que quand tu vois un violoniste jouer, il y a une façon de faire vibrer une corde, de manipuler un archet, qui est purement technique. Mais quelqu'un qui joue un morceau de musique, c'est comme un chanteur. Je prends un chanteur qui a une voix, mais qui a que ça, il manque quelque chose. Quand tu écoutes Jacques Brel, par exemple, chanter sur scène, il vit ses chansons. Il est vivé. Oui, il met une émotion en plus. L'émotion qu'il y met va accentuer son talent technique. Donc peut-être que ces Japonais qui fabriquaient un sabre à la façon traditionnelle, de par leur utilisation, ils intensifient la qualité de l'aspect technique. Le geste est autrement plus peaufiné que simplement quelqu'un qui produit un sabre pour dire j'ai fait un sabre. Le gars qui est passionné, il va tellement chercher la perfection, et peut-être que cette utilisation l'aide. Donc elle fait partie de l'atout humain. Mais justement, il cherchait la perfection, de recréer la même perfection avec des machines, chose qu'il n'avait pas pu faire. Mais en oubliant, ou en omettant volontairement, mais pas méchamment peut-être, une donnée primordiale, que toi tu mets en avant, qui est ce traditionnalisme japonais. Et peut-être qu'en final, ça faisait partie d'un ingrédient à part entière pour obtenir ce fameux sabre. Ouais, c'est possible. Du coup, voilà, bon, ça, moi je pense qu'il faut faire attention en fait à ça. C'est tout de suite dire les trucs, ces choses-là, c'est obsolète. La technologie est la réponse à tout, entre guillemets. Et voilà, nous on est les maîtres du monde, on est scientifiques, la nature, on en fait ce qu'on veut. Voilà. Il y a, en Terminator, ça traite de ça. Après, tu parlais du transhumanisme l'autre jour avec Robocop. Robocop, après, c'est un peu différent, mais c'est pas un robot quand même. À l'intérieur, il y a quand même une part d'humain. C'est un homme en fait, hein, à l'intérieur. Hein. C'est pas Robocop en lui-même dans le film qui montre le message, c'est les robots déviants. D'accord. Autour. Dans le 2, on voit pas mal des robots déviants. Au départ, dans Robocop, il y a un richissime, un milliardaire quelconque qui veut créer une vie parfaite avec une population riche et tous les parias dehors. Oui. Et il crée des robots policiers. Un nouveau Détroit. Voilà. Ouais. Et les robots policiers, il y en a un qui va déraper. Normalement, tu as les sommations, tu as les alertes, bon. Et à un moment donné, il y a un robot qui ne s'arrête pas là, qui va faire feu alors que la personne en face
désarmé. Voilà. Et donc, le Robocop, il me semble qu'il va être utilisé pour essayer de récupérer cette faille. Mais oui, mais justement, c'est Voilà. c'est qu'il n'est pas mécanique, qui fait qu'il a cet esprit humain-là, Hum. et qui reste lui-même. C'est un policier, ça reste quand même un homme. Il a... C'est ce qu'on peut dire un cyborg. C'est la notion C'est de un cyborg. cyborg, Voilà. c'est un cyborg, et du coup, c'est ce cyborg-là, il a cette conscience-là. Après, c'est dangereux, puisque justement, il se retourne contre le propre système qu'il a mis en marche, parce que ce système-là, en fait, il est corrompu. Hein. Il a une hyperprothèse finalement. Il a 80% de son corps qui n'est plus. Oui, oui, Voilà. même plus même. Hein. Ouais. Et c'est le cyborg et donc l'homme bionique. Et peut-être peut-être qu'il est à l'image de l'homme de demain, mais avec toutes les questions qu'il faut mettre autour. Donc tu amènes là aussi, éthiquement parlant, quel sens ça a, quoi. Voilà. Oui, oui, quel sens ça. Après, voilà, je pense pas que ça fait de quelqu'un de heureux hein, dans le film d'avoir ce corps-là. Je pense qu'il aurait bien avoir un corps comme tout le monde. Bah, j'ai vu le remake au début, ça qu'il est pas à l'aise. Et puis moi j'ai vu le premier, Oui, et puis oui, le remake qui est sorti il y a peut-être 3-4 ans. Ça fait un petit moment, ouais. Et c'est vrai qu'au début, quand il réalise qu'il y a quoi de lui, il y a juste le cœur, les poumons, je crois, bon, et le cerveau. Oui, voilà, Mais le reste, la c'est. peau du visage. Hein. Donc après, voilà, après il y en a qui, je pense, aimeront ça. Moi, je pense que, voilà, est-ce qu'il faudrait voir... C'est particulier Robocop, hein. C'est un robot, c'est une machine, ce qu'on appelle une machine. C'est pas un androïde robotique comme dans la série Real Humans ouais. ou dans Westworld. Oui, oui. Ce n'est pas le même genre de robot. Hein, on est dans une. Bah, techniquement, c'est pas un robot. L'autre, la fille. comment dire, Robocop, je vais avoir un propos un peu vraiment très caricatural, mais il incarne le robot boîte de conserve. C'est-à-dire que c'est quand on parle du robot de demain, on voit ça. La grosse machine, on voit pas un humain qui a tout de l'humain, mais qui, à l'intérieur, a des composants électroniques. On voit la machine de guerre. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais pas forcément, voilà. Oui, oui, mais après, c'est quand même un être humain à l'intérieur. Et c'est ça la question qui se posait dans Ghost in the Shell, en fait, avec le major Kusanagi. C'est qui était à l'époque une femme, en fait, et qui se retrouve dans le corps d'un robot. Il y a juste son cerveau et son âme. Ils disent le ghost à l'intérieur. Oui, mais le titre porte son nom, bien sûr. Et voilà. Et son il est âme, emprisonné comme ça, il est. c'est ça, il est Ghost in emprisonné the Shell. dans ce corps mécanique. Enfin, ça veut dire coquille, hein, Shell. Hein. Et en fait, il se pose des questions. Est-ce que, en fait, une personne qui aurait un corps synthétique serait avec un esprit humain, est-ce qu'elle serait toujours humaine? Voilà. C'est vraiment ta question, voilà, ce que je suis, ce que nous sommes, c'est un tout. Ouais. C'est le corps. On peut pas. Ça ne serait pas qu'un corps et qu'un esprit. On ne peut pas extraire la conscience, ou pour ceux qui appelleront ça l'âme, indépendamment du corps. Si par exemple, on imagine une expérience, suite à un accident, tout ça, bon, on connaît le don d'organes, mais peut-être qu'un jour, admettons, on peut te mettre dans un autre corps. Ben, malgré tout, David restera David. Mais dans un corps nouveau, ton image de toi-même, ta perception de toi-même va changer. Et donc, ça va modifier quand même un peu ta personnalité. Mais pas forcément en mauvais, peut-être en mieux, en plus. Voilà, mais peut-être pas le tu es obligé d'avoir quand même des changements parce que tu es un tout. Quelqu'un qui suite à un accident est paraplégique, ben, c'est pas juste quelqu'un qui a un accident et qui est maintenant en fauteuil roulant. Dans son expérience de vie, dans sa façon de penser les choses, il y a des trucs qui ont changé. Il est une nouvelle personne. Et c'est pour ça que c'est pour ça que le corps et le corps ils sont en fait indissociables. Seule chose qu'ils ont voulu faire en fait, voilà, les occidentaux, dissocier le corps de l'esprit. En fait, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est comme cette branche de médecine qui s'appelle la psychosomatique, parce que les raisonnements excessifs, ça va être on est juste un corps, donc les problèmes de la conscience, ça n'existe pas, ou inversement, toutes les questions d'essence, transcendantale, je sais pas, l'âme, tout ça, et le corps, c'est... On a des mouvements contraires de pensée. Il y a des formes chez l'hindouisme où le corps, il est presque délaissé, il est méprisé. Tout est mis sur l'âme. Mais l'âme toute seule n'a pas de sens. Donc le corps, c'est bien, c'est pas une partie de toi. Ben, c'est toi, c'est la partie physique de... Voilà, mais elle existe, elle est importante et elle joue. Bah pour se relier au monde déjà, hein, pour se relier au monde. La base. Je pense que voilà, si on n'aurait pas de corps, on serait des fantômes dans ce cas-là. Donc il y a Ghost in the Shell, mais aussi Gun. Pareil, hein, un personnage Gali qui
qui était une fille à l'époque, qui est dans un corps de cyborg. Et elle cherche son humanité, entre guillemets, alors qu'elle a un Je corps connais pas complètement celui-là, mais robotisé. c'est un corps femme-robot. Elle C'est a une une entité apparence femme, quand même. féminine, Oui, d'accord, apparence c'est ça. féminine, Ouais. mais c'est un robot. Oui. Elle a tout d'humain, sauf le corps. Et dans ce manga, quelle impression elle a? Comment elle est au début par rapport à ça? Comment elle fait face à cette situation au début? Alors au départ, je pense elle se cherche, elle a comme un père adoptif, celui qui la trouve, et elle cherche à savoir qui elle est, vraiment, parce qu'elle se souvient plus en fait de qui elle était avant, et c'est sa recherche de qui elle était pour savoir. Comme on dit, hein, des fois faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et en fait c'est un peu comme ça qu'elle est. Alors vraiment elle rencontre un garçon aussi et tout, elle se dit enfin ouais, elle tombe amoureuse et tout, dire est-ce qu'il va quand même m'aimer parce que j'ai pas un corps d'humain, tout ça et tout. Et en fait non, elle cherche son passé en fait pour savoir où elle va, mais elle est plus humaine que Est-ce que qu'elle les humains, a des sensations purement physiques? Le toucher, une douleur, est-ce qu'elle l'a? Oui, elle l'a, D'accord. elle l'a. Parce que ça, c'est intéressant quand on imagine un corps robot ou un corps parfait, enfin, entre guillemets, dans une optique transhumaniste, un corps sur mesure ou amélioré à sa guise. Le fait de sentir la douleur, le fait d'avoir des sensations, ça aussi, ça contribue à ce qu'on est. Je me rappelle d'un épisode dans Superman. Je sais plus quel personnage devient, mais c'est un méchant qui est dans un corps de métal à la fin. Ouais, Et d'ailleurs, les gamins qui le rencontrent l'appellent Metalman. d'accord. Je ne sais plus quel méchant il devient. Après, il va changer de physique, mais il est choqué parce qu'il ne sent plus rien. Ouais, il me semble que j'avais vu ça aussi. Il n'a plus la sensation. Il essaie d'embrasser une femme, il dit je sens rien. Ouais. Et c'est super important d'avoir une foule de sensations, de stimuli, et qu'on puisse les ressentir. Et dans les réalités virtuelles, dans les casques virtuels, par exemple, c'est là où c'est prodigieux, c'est on arrive à créer des sensations artificielles, mais qui te paraissent réelles. Tu te mets un casque et par exemple, tu es dans un paysage où tu marches, je sais pas, dans la campagne, et il y a des fleurs dans les champs. Eh ben, tu sens les odeurs de fleurs. Ouais. C'est fabuleux. Ouais. Tu arrives à créer pour qu'il y ait un réalisme. C'est choquant de ne pas avoir sensation. Ça surprend ton corps et ton cerveau. En tout cas, t'es pas immergé, enfin t'es beaucoup moins immergé. Qu'est-ce que c'est que le vertige? On dit les gens ils n'ont pas le pied marin, ou alors pour ceux qui vont dans l'espace. Le fait qu'il y ait un décalage entre ta perception du sol, tout ça, la pesanteur, et ton oreille interne, il y a un décalage, et du coup tu peux être pris de nausée, parce que ton corps ne reconnaît pas ce qui se passe. Donc on ne s'en rend pas compte, mais il nous faut toutes ces sensations. Dans les réalités virtuelles, on a créé des effets de contact. Tu touches un mur virtuel, il y a un effet de contact. Ouais, ça c'est pas encore au goût du jour quand même. Non, parce que c'est pas encore synchronisé surtout. Mais on a compris que pour donner du réalisme et un côté fascinant à un monde virtuel, il faut qu'on puisse reproduire le mieux possible les sensations réelles. Donc c'est intéressant ce que tu dis, d'être dans un corps robot, parce qu'il y a des objectifs pour immortaliser les gens, ça peut être de transmettre pendant la conscience sur un ordinateur, ensuite dans un autre corps ou un corps robot, mais la question des sensations, elle se pose. Donc ce que tu amènes, c'est intéressant, parce que si tu n'as plus de sensations, plus de la même perception du monde, ou plus de douleur, on n'est vraiment pas habitué à ça. Ouais. Donc qu'est-ce que ça change? Pour le coup, là, t'es forcément moins humain, entre guillemets. C'est pas anodin. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. C'est pas rien. Et voilà, pour continuer sur l'amélioration, tu me parlais tout à l'heure de personnes qui voudraient sûrement être immortelles par rapport à ça. Il faudrait se dire en fait, qu'est-ce qui fait que la vie est unique et précieuse entre guillemets. Moi je pense justement c'est pour le fait qu'elle soit courte, parce que si jamais du jour au lendemain tout le monde avait été millionnaire, l'argent aurait plus de valeur. Ce serait cool, hein, mais l'argent aurait plus de valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose? C'est sa rareté. Demain, il y a des diamants qui tombent du ciel de partout, le diamant a plus J'ai de pas valeur. pensé à l'évoquer ça tout à l'heure, mais là c'est vachement pertinent, parce que c'est la question aussi qui est amenée par façon de parler, les anti-transhumanismes, ou ceux qui sont du moins très prudents. Voilà. Ouais. Tu prends l'exemple de l'argent. Donc, ce que tu dis, finalement, si ta vie, je sais pas, tu as une pilule magique, je sais pas, on a inventé ça, tu la prends, pauvre, t'es immortel. Donc tu meurs plus jamais. Donc la notion du risque n'est plus la même, le danger, le fait que ta vie elle est courte, tu dis,
tu sais qu'elle n'est pas infinie, donc il faut essayer de faire des choses, et puis elle est précieuse. Ouais. Donc, deux choses. La question piège, est-ce qu'il faut mourir? C'est-à-dire que là, l'argument que tu as, entre guillemets, il est facile. C'est comme le coup d'argent. C'est comme tu as discuté avec des potes, ou je sais pas, et si tu es millionnaire, qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais moi, je resterai humble, je vais pas... Moi, le premier, je dis, Ouais. je vais pas mener On une peut pas château, savoir, tout ça. on peut Voilà. pas savoir vraiment. On Mais peut la savoir question à est peu près, facile. Mais si demain, je te pose un super chèque, il est à toi, tu vas pas le refuser. Tu vas prendre. Ça Tu- dépend. Ça tu- dépend pourquoi. Qu'est-ce que je devrais faire en Je te fais un contrepartie? cadeau. Non, je te fais un cadeau. Il y a un chèque, il n'y a pas de contrepartie. D'accord. Tu peux dire non merci, je vis d'amour et d'eau fraîche ou je prends le chèque. Dans le même ordre d'idée, il y a cette pilule, je sais pas, une technologie révolutionnaire. Tu la prends, t'es immortel. Si on te la met sur la table, là c'est moins évident de dire ah mais tu sais la Ah, mais nature. bien sûr, parce Et que non, ça ferait jouer plein de choses dans ta tête, c'est normal. Maintenant, est-ce que le fait d'être immortel, alors de voir ta vie infinie, est-ce que forcément tu vas dire, putain, mais c'est du coup la vie n'a plus de challenge ou ça va t'amener à avoir d'autres passions, d'autres challenges, peut-être les transhumanistes, ils imaginent qu'on va peut-être dans le futur changer de vie. Avant, tu faisais une carrière, par exemple, c'était monnaie courante, tu vas dans un boulot et tu faisais tes 40 ans là-dedans, tu vois. Maintenant, en moyenne, on changera 3 fois de métier. Je parle pas des jobs d'été, tout ça, le métier. Les vies de couple, elles vont changer aussi. Avant, tu étais marié pour jusqu'à la mort, qu'on dit la mort se sépare, mais pendant des siècles, un homme qui mourra à 40-45 ans, c'est normal. La vie était courte. Ouais. La vie est plus longue. Des gens vont divorcer, se remarier, peut-être avoir des nouvelles passions, changer de mode de vie. Donc, une vie qui serait très très longue, est-ce que forcément on va plus savoir quoi faire? Ou est-ce qu'on a appris, tu sais ce que je disais tout à l'heure, vu que je sais que je vais mourir, plutôt que d'accepter cette réalité difficile, je me fabrique une théorie qui dit il faut mourir. Comme ça, c'est mieux pour accepter. Mais si demain la vie est très 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 longue, est-ce que moi je ne vais pas m'adapter à ça et du coup je vais apprendre à repousser mes limites à moi aussi, mes projets, tu vois? Tout ça, ça reste à voir jusqu'à qu'un jour peut-être ça arrive et qu'en fait on voit qu'en fait on est tout simplement pas fait pour être immortel. La sagesse, à mon avis, la sagesse, c'est quelque part, c'est d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler en fait. C'est d'accepter des choses qui font partie de ce cadre de vie qu'on ne peut pas en sortir. Donc on n'apprend pas à lutter contre, on apprend à accepter. Oui, puisqu'on ne peut pas faire Voilà. autrement de toute façon. Mais si on peut faire autrement, qu'est-ce qui nous intéresse d'avoir une philosophie sage, bien entendu, et adaptée à cette nouvelle vie? Est-ce que c'est forcément incompatible? Et est-ce que parce qu'il y a tellement de choses dans l'univers du cinéma, est-ce qu'il n'y a pas des exemples de films où on montre que c'est possible? Parce qu'il y a eu des films sur l'immortalité, mais souvent, comme tu dis, ça montre souvent, un ça côté... montre le mauvais côté, hein, mon côté de la chose. Là, c'est pas un film de SF, mais c'est J'ai pas de titre en tête, là, Highlander, mais- par exemple. Il vit plusieurs vies, et il y a même la musique de Queen, We Want You Live Forever, qui veut vivre pour toujours, en fait, puisque tu perdras tout le monde, et toi, tu seras l'unique. Après, si tout le monde vit tout le temps, bon, ce problème se pose pas. Normalement, c'est vrai que c'est bien de le préciser, ça serait dans un monde où tout le monde a le même truc. Ouais. Et Si ça, toi t'es immortel dans un monde où tout le monde est immortel, c'est vrai que c'est pas... Non, Ouais. il y a une incompatibilité là. Voilà. Mais du coup, je sais pas si jamais vraiment ça a été fait, ça, un monde où personne meurt. Et la question que je me pose, je me la suis souvent posée, donc toi tu es croyant, tu penses quand ta vie elle est là, quand elle se finit, il y a un au-delà et une continuité, tu le vois comment? Je pense. Et ça serait quoi? Ça serait quoi, par exemple, on va dire, le paradis, pour cibler un peu. Ça serait quoi une vie au paradis? C'est une vie où tu meurs jamais, en fait, quelque part. Oui. Mais comment une vie au paradis serait compatible avec cette philosophie de dire, mais si on meurt pas, comment... Le paradis, ça t'offre quoi comme possibilité pour que tu puisses toujours être heureux? Et sur une échelle de temps infinie? Ah bah moi après j'ai pas la réponse. Non, mais qu'est-ce que Après, tu imagines? Comment tu te représentes la chose? Pour toi, vivre appuyé sur Terre dans un temps limité, ça serait plutôt cohérent. Mais dans Oui. un sens, par rapport à la nature actuelle des choses, Parce que c'est ce qui se passe. tout meurt, tout meurt. Que ce soit les arbres, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, tout meurt et tout Et disparaît. dans une autre forme de vie, si on imagine, là on se prête à un exercice d'imagination pour voir, ça serait quoi? Bah, ce serait une vie, mais sans... Pour que ce soit cohérent et du coup que ce soit un plaisir oui, constant. mais ce serait déjà une vie qui ne serait pas matérielle.
Je veux dire qu'on n'aurait pas de corps, vraiment. On pourrait avoir un corps, mais ce serait limite, comme on dirait, les fantômes, peut-être. Parler plutôt de ça, dans un monde qui ne serait pas physique. Ce serait vraiment autre chose. Je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils doivent se dire. Mais... On se dit ça, enfin tu te dis ça pour que ce soit cohérent avec une philosophie, ou alors tu peux imaginer un monde physique, mais où les choses peuvent durer. Un monde physique, ce serait bizarre un peu quand même. Hein. Ce serait comme si dire en fait le paradis c'est sur notre planète, dans une autre galaxie, quoi, un peu plus loin, mais voilà, c'est là. Parce qu'il y a des coins. Ça ne changerait pas grand chose en fait. Hein. Là, on pourrait dire qu'on dévie un peu la question de départ, mais pas tant que ça, parce que cette idée d'un monde parfait, le plus parfait possible, on va dire comme ça, pour garder une dose de prudence, c'est ce à quoi aspire le transhumanisme. Et finalement, de vivre. Oui, mais il y aurait une réponse à ta quête existentielle dans un paradis. Alors que là, le transhumanisme, ce serait ok, continuer à vivre, ne pas mourir. Il n'y aurait pas peut-être de réponse à la fin. Mais je pense que ça ne se limite pas à ça. Ça donnerait des possibilités aux gens. Nous, on sait que ça va s'arrêter. Donc, et on le voit, finalement, une vie, en psychanalyse, c'est comme ça qu'on définit la vie psychique d'un individu. On part du principe qu'il y a des étapes de développement et qu'il y a des deuils psychologiques par rapport aux étapes d'avant. La vie d'un enfant, qui rentre en adolescence, après qui rentre au jeune adulte. Des étapes, ouais. Bon, et puis à un moment donné, c'est la fin. Il y a une espèce d'image d'une vie réussie. On peut en discuter, mais c'est symboliquement ce que souvent on a véhiculé. C'est voilà, une fois que tu as l'âge adulte, tu rencontres quelqu'un, tu fondes une famille, des enfants, petits-enfants, puis après la vie continue, toi tu t'en vas. Donc on est conditionné à se dire qu'il y a un temps pour tout. Et on entend des gens dire, bah tiens, tu sais, maintenant, je sais pas, moi j'ai 40 ans, 50 ans, c'est pas à mon âge que je vais me lancer là, ou je vais faire ça. Bon, c'est pas que le mec il a pas envie, c'est qu'il se dit, bon, vu mon âge, maintenant. On entend les personnes âgées dire, moi à mon âge j'ai un passé, toi t'es jeune, t'as un avenir. Donc on intègre l'idée qu'il y a une fin, mais du coup on n'attend pas forcément que les choses nous le fassent savoir. On est presque dans l'anticipation. On sait que ça va se finir. Moi j'ai 37 ans. Voilà, j'ai 37 ans, je m'emmerge plus comme à 20 ans. Et tu ne penseras sûrement pas comme ça quand tu auras 47. Mais parce que le point de départ, au final, je me le répète pas tous les jours, mais je sais que je suis né là, par exemple, et à un moment donné, c'est fini. Mais si demain on dit tu peux vivre, allez, on va dire 400 ans. Non, pas immortel, mais 400 ans. Ça redéfinit. Mais ça redistribue les cartes. Ouais, un petit peu quand même. Donc peut-être que d'un seul coup, mais j'ai 40 ans, je peux lui faire ça. Ah mais si j'ai 40 ans, mais je peux carrément faire ça. Donc ça te relance tes projets. Tu redéfinis ta vie différemment. On est conditionné pour qu'il y ait un cadre. Le gars qui se dit sur Terre je meurs jamais, il est un peu fou, il est un peu. Donc on apprivoise en permanence, sans se le dire consciemment, qu'il y a des limites pour tout. Le transhumanisme n'est pas une réponse absolue. Et Raymond Kurzweil, j'en parlais tout à l'heure, il dit moi, je crois en l'homme immortel, mais je ne peux pas vous dire l'homme, il est immortel, et d'un seul coup, paf, il y a une technologie qui fait qu'on est immortel. Ce qu'il dit, et c'est beaucoup plus logique, on va repousser les échéances de vie. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est ce qu'on a déjà fait quelque part. Ah oui, parce que, regarde, en moyenne, un homme, il vit à peu près 80 ans. Ouais. C'est une statistique globale. Moyenne. Mais pendant des siècles, un homme, il mourra 40-45 ans. Oui, mais c'était dû à l'environnement aussi. Il s'usait beaucoup plus rapidement. Je veux dire que l'espérance de vie était sûrement déjà là. Attends, oui, tout à fait. Mais c'est super intéressant ce que tu as dit. L'environnement était beaucoup plus dur, donc le monde du travail, l'alimentation, parce qu'on a beau dire on mangeait des produits qui n'étaient pas industriels, tout le monde ne mangeait pas des repas équilibrés. Et oui, voilà. C'était encore un autre problème. Donc le transhumanisme, c'est un mouvement de pensée donc, qui est très ancré dans la technologie, qui permet à la fois de faire évoluer les environnements de vie extérieurs, et aussi ta partie intérieure. La médecine, par exemple, ce qu'ils disent souvent, ils ont raison, la médecine, elle a beaucoup évolué. On fait des opérations poussées du cerveau, ça, bon. Mais la médecine toute seule, elle n'a jamais évolué. Pour faire grandir un individu, de faire vivre longtemps, si tu ne changes pas son habitat, si tu ne changes pas son alimentation, ses conditions de travail, son insertion dans la société, il y a beaucoup de paramètres qui sont comme ça, un petit peu dans la médecine, mais qui permettent à la médecine de pouvoir faire évoluer les gens, et vice-versa. Donc l'environnement est très global. Le transhumanisme, il s'attaque en fait à
la vie humaine dans son sens large. Et il y a plusieurs mouvements dans le transhumanisme. Hein. Il y a- Ouais. Tu vois, c'est un terme un peu général. Bah, c'est pour ça que moi, après, voilà, moi personnellement, comme je vais en revenir un peu au commencement, voilà, je suis pas contre la technologie. Je me dis juste qu'il faut faire attention, pas croire quel est le centre de tout. C'est bon, maintenant, c'est les scientifiques qui n'ont que raison. Je parlais par rapport au fameux sabre. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer et il y a des choses qui sont illogiques. Par exemple, enfin, illogiques. Si jamais on part du principe scientifique, il y a déjà des personnes, j'avais vu aux infos à l'époque, alors, tu me diras ça y ressemble pas, mais après tu verras, ça va faire le lien. En fait, il y a des zones, des laveurs de carreaux qui étaient tombés, je crois, du 30e ou du 40e étage à peu près. C'était aux États-Unis. Ils étaient deux frères. Il y en a un qui est mort sur le coup, logique, et l'autre vivant. Comment tu peux expliquer ça? C'est pas explicable si c'est du domaine du scientifique, tu vois. C'est pour ça que je dis, il y a certaines choses, voilà, pas miser que sur la technologie. Il y a des choses pareilles. Tu peux mourir en tombant sur un trottoir. Bien sûr. Et tu as les mecs qui tombent du 5e, 6e étage et qui meurent pas. Mais c'est pour ça, vraiment, je voulais venir sur ça, c'est que t'as, par exemple, la guerre du Vietnam. Les gars hyper équipés, avec des porte-avions, des navires, ils ont balancé des millions de bombes, j'avais les chiffres. C'est quelque chose de fou. On dit, mais les Vietnamiens, jamais ils tiendront le coup. C'est eux qui leur ont mis une raclée. C'est un peu ce qui se passe en Afghanistan ou en Irak, c'est vraiment que les Américains étaient enlisés aussi et qui n'ont pas prévu. Oui, mais voilà, parce que automatiquement sur l'ordinateur, tu dis oui, aucune chance. Faut pas oublier qu'en fait, il y a le facteur humain qui est là et que ça peut redéfinir tout, ça change toutes les cartes. Et c'est pour ça que je dis oui, il y a des choses que la technologie peut pas expliquer, déjà d'une. Parce qu'il y a des choses qui sont en fait seraient complètement illogiques si tu l'expliques que par la science. C'est pour ça. Voilà. Et il y a certaines choses qui ne sont pas compatibles non plus avec la nature. Il faut faire attention parce que on est rentré depuis longtemps, hein, après la guerre, dans un truc vachement, dans une époque vachement, voilà, comme tu parlais tout à l'heure des plantes. L'engrais, ça va aller plus vite, on va faire ça, voilà, technologie à fond et tout, Internet, machin. Sauf qu'Internet, en fait, ça pollue. Les voitures, ça pollue. Tout ce qu'ils ont fait avec les engrais, les trucs comme ça pollue. En fait, les mecs, ils ont fait une marche arrière parce qu'ils se sont dit, en fait, non, on a voulu avoir la course c'est une course aussi à la production pour la consommation, mais ils avaient les moyens de le faire, ils l'ont fait, ils ne se sont pas posé la question. En fait, oui, d'accord, on peut le faire, d'accord, mais est-ce qu'il faut le faire? Voilà, et c'est par là que je voulais venir en fait. Attention au tout pouvoir de la science. Et est-ce que c'est compatible avec le monde dans lequel tu vis? Ton exemple, il est sur la guerre du Vietnam, là, par exemple, c'est tout bête, mais on va prendre l'exemple de la médecine, et je vais donner mon point de vue là-dessus. Alors en médecine, moi je me rappelle, il y a des années ça, j'ai été opéré par un très bon médecin. Par rapport au pied, j'ai eu une déformation des orteils, et donc j'ai une opération avec des broches, tout ça. Et je sais plus pourquoi je me souviens de l'argile sur une blessure qui était à la main, un kyste que j'essaie de faire résorber par des cataplasmes d'argile. Donc l'argile, ça sera la médecine douce et naturelle, d'accord? Et ce médecin, il disait ouf, l'argile. C'est comment il a sorti ça? Il a une expression pour dire j'ai plus la phrase en tête, mais c'est un truc de ménagère. Voilà. Et lui, c'était un grand médecin dans son domaine. Donc sa science a été fiable, il n'y a pas de souci. Mais ça me pensait ce que tu dis par rapport à la guerre. Les Américains qui lancent des bombes, tout ça, et les Vietnamiens qui avaient des technologies moins avancées, mais le facteur humain, ou simplement d'autres technologies. C'est là que je vais en venir. Eux, et ce qui s'est passé en Afghanistan aussi, ou en Irak, les populations locales connaissent très bien les environnements. Bien sûr. Les Américains, au départ, ne sont pas préparés pour ce genre d'environnement. Un Américain, par exemple, aujourd'hui, plus que jamais, un soldat américain, sa tenue complète, sa panoplie, elle vaut réellement cher. Le mec, il pèse 20 kg de plus minimum, avec des capteurs infrarouges, des trucs laser, des calculateurs de GPS, je sais pas trop quoi, bon, pas ta coup fin. Le mec, il est armé jusqu'aux dents. Mais il peut se retrouver face à des problématiques qu'il n'a pas anticipées et que peut-être
le meilleur ordinateur ne peut pas résoudre. Eh oui. Mais alors ça signifie quoi? C'est pas que cette technologie est obsolète et finalement pas bonne. Non, Non, c'est pas une attends. question de technologie. C'est super important, c'est que souvent, et c'est pareil pour tout, et pour la médecine, souvent, malgré nous, on place donc des technologies ou des domaines ou des métiers, ce qu'on veut, sur des échelles hiérarchiques. Et par exemple, l'idée que le soldat américain de maintenant, il serait plus performant que le soldat d'avant, c'est ce que je te disais par rapport à l'homme préhistorique. L'homme préhistorique et un homme de maintenant, il n'est pas moins intelligent, il n'a pas les mêmes connaissances. Il utilise ses connaissances pour un environnement donné. Le Vietnamien, si les Vietnamiens avaient dû, eux, être parachutés aux États-Unis faire la guerre, ça aurait été un massacre pour les Vietnamiens. Les Vietnamiens, c'était chez eux. Donc, ils ont utilisé leur environnement. Mais il y a des choses aussi, il y a la motivation, il y a, il y a d'autres choses qui, voilà, le facteur humain, on en revient dessus. Mais je pense que le facteur humain, l'américain, alors, je suis pas du tout, c'est pas pour mettre en valeur, parce que je suis contre ces gars-là, il n'y a pas photo. Le soldat américain, a priori, malheureusement, il est motivé pour aller casser les Vietnamiens, c'est triste à dire. Mais au final, il arrive avec une technologie, il se dit, moi, ce que je sais, c'est plus moderne, donc c'est mieux. Mais il n'y a pas un ordre de hiérarchie. Toute technologie se vaut, mais en fonction, c'est comme une caisse à outils gigantesque. C'est compliqué de dire pour faire la plomberie, une clé à molette, c'est mieux qu'une clé multiprise. Un tournevis multi-embout, c'est mieux qu'un tournevis basique, machin. Chaque outil est utilisé de façon appropriée. Une médecine douce, elle n'est pas meilleure, mais elle n'est pas moins bonne qu'une médecine. C'est pas vraiment le propos, en fait. Ce que je voulais dire, moi, plutôt, c'est que, attention, la technologie, c'est pas tout. Et il y a des choses, en fait, qui sont humaines et on ne peut pas les écarter comme ça d'un revers de la main en disant ok, nous de toute façon on est sûr de gagner, on est suréquipé, on est surarmé, là il n'y a que des hommes et des campagnards, on va les massacrer. Le facteur humain des fois il est surprenant et l'ordinateur il ne peut pas calculer, c'est ça que je voulais dire en fait. Attention au fait de se dire revers de médaille qui est forcément un peu là, c'est-à-dire que la technologie elle n'a pas que des avantages, mais c'est un peu cette phrase qui faut pas disait... miser tout là-dessus, voilà, Ouais. en fait c'est ça, et c'est ça le danger, de pas miser tout là-dessus. Je veux dire, il y en a plein en ce moment, voilà, c'est vraiment que l'Internet, non, l'Internet c'est un outil, l'Internet c'est un outil, il faut pas... Dans un contexte, mais c'est pas la panacée forcément. Exactement. C'est dans Spider-Man, dans le premier Spider-Man, que tu as son oncle là, qui va mourir voilà, accidentellement, parce qu'au départ il n'a pas tué volontairement. Oui. Voilà. Mais cet oncle-là, qui va dire, je ne sais plus le nom de John Spider-Man, va dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc une technologie, ça colle parfaitement. C'est-à-dire qu'une médaille, moi je dis comme ça, une médaille qui est plus grosse, le revers médaille est plus gros aussi. Il y a une espèce de corrélation, comme le yin et yang, tu parles l'autre jour, il y a une corrélation. Ça peut pas être plus en termes comment dire, c'est pas que du positif. Le risque qui va avec, c'est comme quand on dit ce principe, plus il y a un espoir grand implique une crainte aussi. Quelqu'un qui a l'espoir de quelque chose, quand j'ai passé mes examens à la fac, j'avais assez confiance en moi, je dis bon, ça devrait quand même le faire, j'avais un bon espoir, mais d'autant plus qu'il y avait aussi une crainte que je peux le louper. Ben oui. Et quand tu crains de louper un examen, c'est bien parce que tu espères le réussir. Donc médaille, revers médaille, c'est ça, les contraires quoi. Et une technologie qui serait 10 fois plus développée que celle d'aujourd'hui, elle a aussi son propre revers médaille. C'est-à-dire que, effectivement, ce que tu dis, c'est que l'illusion de la toute-puissance, on rejoint l'ego. Voilà. Et les Américains, ils étaient gonflés d'ego. Quand ils sont arrivés au Vietnam avec les hélicoptères Apache et Cobra, ils se sont dit, ça va être la fiesta. Et non. Ça va être la fiesta pour eux. Mais c'est pas la technologie qui sont en cause, c'est bien leur ego. Et donc, comme tu dis, le facteur humain, chez les Vietnamiens, peut-être que ça joue en leur faveur, parce qu'ils se sont dit, ce qui nous a dessus, ça va être coton. Ouais. Et chez les Américains, c'est l'inverse. Ça joue en l'inverse. leur défaveur. Voilà, le facteur humain, médaille, revers médaille. C'est ça aussi. Ouais. Et voilà, et c'est pour ça que je voulais parler de ça. Attention à la dérive. Et j'aime bien dans Jurassic Park, au bout d'un moment, ça rejoint un petit peu. Il y a Ian Malcolm. Il est bien moralisateur extraordinaire. dans le film. Il dit vos scientifiques, en gros, étaient tellement contents de pouvoir faire ce qu'ils savaient faire. Ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Voilà. En gros, la technologie pour technologie, attention. Tu
parlais encore tu me parlais du transhumanisme, je me dis ok, de se modifier, de s'améliorer, d'accord, mais attention au revers de médaille, est-ce qu'en fait ça ne va pas nous emmener sur un mauvais chemin qui, par d'autres choses, hein, je parle de grosse consommation, pollution de voitures, tout ça, fait fondre la banquise, créer des maladies et tout. Et l'homme, il s'est rendu compte, en fait, il pouvait faire ça, il l'a fait, mais en fait, il ne s'est pas posé les bonnes questions. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Voilà. Il s'est dit, j'ai le droit parce que je suis maître sur Terre, je fais ce que je veux, de toute façon, il faut que ça fasse de l'argent. Oui, mais bon, après, on va tous mourir, l'argent, ça va bien, mais à la fin, tu as le droit de penser aussi à tes enfants et à tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Du coup, ils font un bond en arrière, ils se disent, en fait, non, il faudrait peut-être remettre un peu de forêt, il faudrait peut-être faire attention. Par exemple, il y a des endroits en Asie, ils font des villes, en fait, qui sont hyper économiques, en fait. Parce qu'on a remarqué qu'en fait, le modèle économique qu'on avait suivi, de technologie, de consommation, de moderne et tout, on tombe la nature, mais en fait ils se sont rendus compte que ça marche pas et qu'il faut refaire un pas en arrière pour se recaler plus avec la nature. C'est pour ça que je parle, voilà, c'est dangereux aussi peut-être le transhumanisme. Ce qui est dangereux en fait, ça va beaucoup plus loin que ça et c'est beaucoup plus antérieur aussi, c'est que, mais ça c'est pas propre aux humains, peut-être plus chez eux, mais ça reste à voir. Si on compare l'espèce humaine et les espèces diverses animales et végétales, il y a un principe qui est que le vivant se développe, donc d'autant plus qu'il y a un environnement favorable, une nourriture, des conditions, etc. Et malheureusement, c'est quand ce développement devient hypertrophié que les limites extérieures manquent de, par exemple, un excédent de prédateurs, d'un coup il n'y a plus à manger pour tout le monde. Exactement. Tu mets des plantes, tu mets des nénuphars dans un étang, tes nénuphars, spontanément, ils ont tendance à se multiplier, se développer, et si ça tient qu'à eux, ils te couvrent complètement l'étang de nénuphars. Donc, la nature, elle équilibre les choses. Il y a des animaux qui mangent automatiquement les choses. Voilà. Mais l'être humain, il fait ce que ferait n'importe quel animal, c'est que si tout est là, on peut consommer sans compter, il y a à boire, il y a à manger, on a tendance, spontanément, je dis bien, à s'étendre sur tout sans réfléchir. Oui, mais le lion, une fois qu'il a mangé, qu'il est rassasié, il ne va pas continuer à aller c'est là, je dis que l'humain, chasser. Voilà. Alors que nous, on va le faire. Et même pour la reproduction, les animaux, ils ont une espèce d'instinct. Quand les temps sont durs, il y a une sorte de vie au ralenti et ils se reproduisent moins, mine de rien. Oui. La naissance des petits, tout ça, elle est aussi adaptée aux rudesses du climat du moment, tu vois. L'homme, il a peut-être moins ce truc-là. Et pour qu'il se recadre, il faut qu'il tombe sur un obstacle manifeste, un mur. Pour qu'il se rende compte, voilà, un mur, pour se dire, ah mais en fait, c'est pas par là que je dois aller. Tu connais cette phrase alors, au départ, c'est les Indiens d'Amérique, hein, c'est chez eux, c'est une tradition qui disait, comment il dit ça? Voilà, on n'hérite pas de la terre, on en prend seulement à nos enfants. Donc ça, dans ce que tu disais, penser à nos petits-enfants, c'est super important. On est dans une chaîne, il y a eu plein de gens avant nous, il y en aura plein après nous, on est juste, on fait juste partie de la chaîne. Hein. Tu parlais d'un personnage. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont centrales, donc en fait ils s'en foutent. L'ego. Et ouais. Un mauvais ego, tu vois. Voilà, ouais. Tu parlais d'un personnage, et j'ai adoré parce que, toi, voilà, dans Jurassic Park, le film, t'as compris le sens de Ian Malcolm, mathématicien. Je recommande pour les auditeurs qui ont aimé Jurassic Park, et y compris pour ce message sur les technologies et la génétique, de lire le livre Jurassic Park, de Michael Crichton. Alors, moi, tu me disais, je l'expliquais ce qui m'a amené à m'intéresser au transhumanisme. Avant ça, je me suis intéressé aux sciences. Je vais dire la vérité, c'est ce personnage-là qui m'a fait m'intéresser aux sciences. Le bouquin, il est extraordinaire, je l'ai prêté à un pote. À chaque début de chapitre, tu as une phrase de Ian Malcolm sur les mathématiques. Il parle justement de le déterminisme, il en parle, le chaos, l'aléatoire, le non prévisible. Et dans le bouquin, c'est 10 fois plus encore philosophique et mathématique et j'ai adoré. Ouais. Et donc le Jurassic Park et Le Monde Perdu, tu as les deux bouquins. Ce personnage. Le deuxième bouquin a été écrit pour pouvoir faire le deuxième film. C'est fabuleux, Ian Malcolm. Hein. Ouais. Metropolis, c'est un film que tu connais ou pas? Fritz Lang, ouais. Ah voilà, c'est magnifique. Non mais voilà. Parce qu'il est intéressant ce film aussi. Quel message si tu peux expliquer
sommairement de quoi ça parle et quel message toi tu en tirerais? Alors moi j'avais vu ça, déjà, il n'y a pas de parole, hein, Est-ce que tu l'as vu en entier? Parce que je sais que c'est un Je l'ai film vu en entier, mais je l'ai vu il y a longtemps, mais ça me faisait beaucoup penser quand même, hein, on voyait, ça faisait les hommes ils étaient abrutis, on les traitait un peu comme des Il y a deux choses que je retiens dans ce film-là, moi. Après voilà, ça remonte ça, mais c'était pas glorieux, hein, avec le robot Alors, femme. déjà, c'est un film qui est de 1927, si je ne me trompe pas, donc Ouais. bon, forcément, cinéma muet, mais l'idée qui est mise en avant, pour moi, elle est prodigieuse. Après, on peut aimer comment c'est montré et filmé, mais elle est prodigieuse. Déjà, il y a un monde parfait, c'est comme dans Robocop, il y a un monde entre guillemets parfait, Ouais, mais il y a un ouais. sous-monde. Eh oui. C'est comme... Ceux qui faisaient marcher en fait le monde dessus. il ne faut pas qu'on voit les ouvriers. Oui, voilà. C'est comme un film comme Demolition Man. Demolition Man, il y a un sous-monde, on Ouais. ne voit pas. Mais pour venir à Metropolis, il y a les hommes d'en bas qui sont exploités, donc une super technologie et un super confort de vie, mais Au avec une détriment forme de- d'eugénisme. Par contre, la femme robot, c'est vachement intéressant parce que... Alors moi C'est aussi, je l'ai Maria, entendu. c'est ça? Je l'ai vu Je me entendre, souviens j'ai plus, pas ouais, tout. ouais, Et ouais. comme c'était un cinéma muet, malheureusement, je suis pas fan du muet, j'ai besoin d'entendre. Ouais, Je suis ouais, pas ouais, forcément. Mais tu vas peut-être pouvoir m'éclairer davantage. Le scientifique, il crée une femme, pourquoi? Femme robot, pourquoi? Qu'un souvenir. Parce que moi, je veux pas me dire d'ânerie, il faut que je vois le film. Mais est-ce qu'il n'a pas l'idée de créer la compagne parfaite, qui apporte le bonheur parfait? Est-ce que c'est ça ou est-ce que... C'est une question. par exemple, Je sais pas... plus vraiment, franchement. Je l'ai vu une fois, il y a longtemps, j'ai plus trop les souvenirs. Parce que ça m'avait intrigué, on parlait de robots, tout à l'heure je parlais de la série Real Humans, tout ça, et on a des hommes qui tombent amoureux de robots, tout ça, on les appelle d'ailleurs, il y a un nouveau terme, les transhumains sexuels. Ouais. Non, voilà. C'est une nouvelle sexualité qui va avec l'époque, des femmes robots ou hommes robots, machin. Et dans ce film-là, je me demandais, là c'était une question, c'est pas une examen, hein, Ouais. pourquoi, je ne m'en rappelle plus, il crée cette femme robot, mais dans quel but? Est-ce qu'il se crée sa compagne parfaite, ou est-ce qu'il crée un humain parfait, ou qui a un humain révolutionnaire qui apporte du bon, je sais pas. Ouais, moi je me souviens plus, j'avais lu pourtant deux trois articles dessus qui Donc, en question parlaient, mais ouverte, malheureusement voilà, j'ai plus de souvenirs de ça. Donc après voilà, moi je vais conclure, c'était juste pour voilà, pour dire, moi je suis quand même, j'avoue que je trouve ça trop fascinant la technologie, je suis fan de SF en plus, hein, donc ça pourrait paraître même bizarre, les robots, tout ça c'est fascinant, mais jusqu'à une certaine limite, pas enlever l'humain de l'équation en fait, parce que c'est dangereux, il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Voilà, je parlais du Vietnam, je parlais du scientifique avec le cerveau japonais, et je parle de nous en général. Moi j'essaie de faire attention à mon niveau perso aussi, mais de toute façon on est quand même un peu embarqué là-dedans. Voilà, les hommes de notre époque se sont dit, voilà, on peut le faire, on se demande pas si on a le droit, on le fait, et en fait, il y a un mur et il va falloir qu'on recule. On croit qu'on avance, ils se disent on avance, finalement il va falloir qu'on fasse, ils font un pas devant pour en faire peut-être deux derrière à la limite. Et voilà, ça prouve pour moi que la technologie c'est pas tout. C'est bien, il y a il y a des trucs magnifiques, hein. Je trouve internet c'est franchement pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir, j'ai besoin des fois de chercher des choses, ben, je m'en sers comme d'un outil, il faut que ça reste un outil, il ne faut pas enlever l'homme de là. C'est comme Facebook, j'étais dans une pièce avec plusieurs personnes, j'aurais dit, il n'y a pas quelque chose qui vous choque, on est tous là, il n'y a personne qui se parle. Oui, mais je parle avec mes amis, oui, mais moi je suis là. Voilà, t'embarques pas dans des trucs voilà, qui sont déshumanisés quelque part. Et voilà, pour parler de transhumanisme, je me dis ça pourrait être bien, des fois sur des super prothèses, si on n'a plus de bras, ça doit être, ça doit être génial. De là après que ça devienne une drogue, comme pour tout le reste, que ce soit trop de télé, trop d'internet, trop de ça, et qu'on devient dépendant de ça, ça deviendra une déviance, et on sait, ça terminera par quelque chose de contre-productif. Il y a un terme qui est très important, alors c'est sujet à interprétation, donc ça c'est, je dis ça mais j'ai pas de source, c'est moi qui dis d'après ce que j'ai pu lire, mais je peux pas te garantir de la fiabilité, mais je le dis quand même. Le terme apocalypse dans la Bible, souvent il est vu comme quelque chose, une fin du monde, mais dans le sens déchaînement des foudres, le Dieu qui va... Ouais. Voilà. Alors, d'après les écrits bibliques, par exemple, il y a une fin du monde, au moins physique. Bon, scientifiquement, on sait que la Terre, elle n'est pas éternelle, Oui, l'univers. c'est sûr. Mais
l'une des interprétations, et je ne suis pas sûr de mes sources, donc je dis, c'est une question ouverte, hein. Le mot apocalypse, il signifie quelque chose comme la levée du voile de vérité. C'est-à-dire que finalement, ça serait un moment. Oui, oui, moi, c'est moi, ça. moi, je suis pas, pourtant, je suis pas croyant du tout. Oui, Mais oui. j'ai envie de dire si la Bible est interprétable de multiples façons, j'ai envie aussi de lui donner ma propre interprétation. Et si c'était le cas, ça veut dire que ça retrouve le fameux point de singularité de Raymond Kurzweil, à un moment clé où l'humain passe une étape décisive. Il n'y a rien qui garantit, qui oblige que ce soit une chute dans les enfers. Ça peut être une élévation spirituelle sans précédent. Donc voilà. Et dans le Coran, il y a une phrase qui dit, je ne la sors pas de façon exacte, mais en gros, c'est un collègue qui me l'a apprise, un jour, on sera tous musulmans. Ça ne signifie pas musulmans parce que l'islam, Ouais. c'est pas dans ce sens-là. On sera tous spirituels, ça veut dire. C'est un peu la phrase d'Einstein qui disait. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu, Voilà. de toute façon. Mais donc, pour ça, je dis, c'est tellement interprétable, mais ça serait dans un sens où on sera tous, le bien va l'emporter sur le mal, et on sera tous spirituels. C'est dans ce sens-là. Quand Einstein disait, un jour, la science et la religion vont se rejoindre, c'est pareil. Il n'était pas croyant en Dieu, mais il croyait en une capacité, une force spirituelle au-delà de tout entendement, finalement. Et donc, voilà, je dis ça pour montrer qu'il peut y avoir, quitte à être dans la religion, aussi une façon de penser beaucoup plus progressiste et spirituelle, humaniste, que ce qu'on peut en voir comme exemple de radicalisation, de machin. C'est pas que ça. Ça peut aussi amener l'humain, synonyme de l'humain, ça, la religion. Peut-être aussi à évoluer spirituellement de façon sans précédent. Un amour inconditionnel, un amour du prochain. Je crois, moi, en ces vertus-là, qu'on croit en Dieu ou pas. Moi, je crois en ça, par exemple. Voilà. Donc, je voulais le préciser parce que ça nourrit aussi cette question-là. S'il n'y a pas ça, peu importe d'où on puise notre spiritualité, mais elle sera là. Moi, j'y crois. Voilà. Bah écoute, moi je veux bien y croire aussi, hein. Ce serait. Une dernière phrase, quelque chose pour conclure définitivement, ou on a fait le tour de la question? J'avais conclu, je peux juste rajouter, voilà, Terminator 2, encore une fois, hein, le sous-titre, c'est le jugement dernier, hein. C'est vrai, oui, les sous-titres. Voilà, c'est un peu encore rajouté aux religions, qui était une fin du monde, pas la fin de tout. Voilà. Eh ben, impeccable. À la prochaine.